Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'espagnol. Et je suis avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour Mathis. Alex qui est étudiant en première année à HEC, après 2 ans de prépa et qui a eu des notes incroyables au concours, puisque tu as eu 18 et 20 en espagnol. C'est ça, oui. 18 à l'écrit et 20 à l'oral. Ouais. Ok, super impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours avant qu'on aborde les sujets de la vidéo? Bien sûr. Alors, je suis né au Venezuela, à Caracas, et j'ai vécu 16 ans. J'étais au lycée français de Caracas, c'est ça. Et après, en 2017, la crise nous a poussé vraiment à partir du pays, parce que c'était insupportable. Et on est allé en Argentine, donc là où ma mère est née. Okay. Et j'ai continué mes études au lycée Jean Mermoz, là-bas. Et là-bas, j'ai eu mon bac. Tout s'est très bien passé. J'ai adoré le pays. Vraiment, c'était nickel. J'ai eu mon bac et j'ai eu une bourse pour venir en France pour faire mes études. Et cette bourse, en fait, ça m'a permis de vivre tout simplement en France et de faire mes études en prépa, concrètement, à Henri IV. Ouais. Donc, oui. Voilà. Ok. Dans cette vidéo, on va parler de l'espagnol. Surtout, on va parler de ton parcours aussi, un peu plus en détail. De l'espagnol, comment le travailler, comment se préparer à l'écrit, à l'oral, comment tu as fait pour avoir 20, enfin des choses comme ça. Mais avant ça, on va vous parler des fiches parfaites, puisque c'est Alex qui a rédigé les fiches en espagnol. Est-ce que tu peux, je vais te laisser présenter ton travail, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as travaillé, pourquoi tu l'as fait, ce que tu as mis dedans D'accord. Alors, pour les fiches, on s'est mis d'accord avec Mathis pour choisir un certain nombre de sujets qui retombent très souvent au concours. Et pour ce faire, je me suis fondé sur le programme de prépa pour tout ce qu'on avait fait en gros en première année et en deuxième année. Et j'ai mélangé tout ça avec toutes mes connaissances personnelles et mon expérience en fait en Amérique latine, concrètement. Donc j'ai pris tout ce qui est utile en termes de concours et je l'ai mélangé à un côté plus natif, plus local, disons, de la civilisation. Et à mon avis, c'est un éclairage qui est très intéressant pour tout candidat parce que ça permet vraiment de démarquer, vraiment de se démarquer du reste et d'avoir une vision qui n'est pas européenne des choses. Donc ça peut être utile. C'est super intéressant. Tu as pris effectivement tu as choisi les thèmes qui pouvaient tomber au concours. Il y a les plus grands thèmes, tu as pris l'autoritarisme, tu as pris... autoritarisme, on a pris drogue et violence en Amérique latine. Politique espagnole. Voilà, politique espagnole, monarchie, corruption, etc. Voilà. Tous les grands thèmes. Et le format maintenant des fiches en détail, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Enfin, moi je le sais, mais c'est pour la vidéo. Qu'est-ce que tu as choisi d'insérer comme partie et tout? Oui, alors, faut savoir que l'épreuve, elle a changé. On a pris une première partie où on a fait un essai comme à l'épreuve le jour J, et ensuite une partie de civilisation où on mélange données, faits historiques et phrases de thème traduites pour que chaque candidat puisse voir la traduction immédiate, s'il y a un mot, un terme ou une expression qui les intéresse, ils peuvent voir directement la traduction en français. Je vous mets le lien dans la description, vous pourrez aller voir les fiches qu'a réalisé Alex, qui sont excellentes. Les premiers retours sont très, très satisfaits. Avant de parler de l'espagnol, on va parler un petit peu plus de ton parcours. Et avant de parler de ton parcours, je voulais juste rappeler que tu donnes des cours particuliers cette année en espagnol, avec ton super niveau. Tu as déjà accompagné quelques étudiants, ça se passe bien? Oui, très bien. C'est surtout des élèves en première année qui sont vraiment en difficulté en LV2 espagnol. Donc je les accompagne, je leur envoie des articles, on verra en détail si vous avez des questions après, vous pouvez me contacter bien sûr, je vous laisse avec Mathis toutes mes infos, vous me contacter. Dans la description aussi. C'est ça, et voilà, donc ça se passe très bien, et on verra, il reste encore du temps pour eux bien sûr, jusqu'au concours, mais il faut commencer la préparation dès le premier jour. Ok, super. On va changer de place et puis on va continuer la vidéo. J'aimerais que tu nous parles un petit peu, notamment pour les lycéens qui peuvent écouter cette vidéo, de pourquoi tu as fait le choix de la prépa, pourquoi Henri IV et comment tu as vécu ta prépa. Alors, moi, quand j'ai fini mon lycée, quand j'ai eu mon bac, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire, j'étais vraiment perdu. Et les professeurs ne m'ont pas énormément aidé dans ce sens-là.
Donc je voulais faire quelque chose de lié à l'économie, mais j'étais pas trop sûr si je voulais aller à la fac ou pas. Et finalement, sur Parcoursup, je me suis décidé par quelques licences d'économie à la fac à Paris, Sorbonne, Paris 1, Dauphine, etc. Et un jour, mon frère arrive et il me dit Alex, pourquoi pas choisir Henri IV dans tes vœux de Parcoursup Cool. juste pour essayer. Ah ouais. Parce qu'il l'avait fait à l'époque lui-même Ok. et il n'avait pas été pris. Ok. Il a été pris à Janson. Et il m'a dit, bon, juste on essaye et on voit ce qui se passe. Pour ma plus grande surprise et étonnamment, j'ai été pris directement, sans liste d'attente ni Ah rien. ouais. Donc vraiment, je suis tombé comme ça. Moi, je savais juste que la filière ECE était consacrée aux élèves qui sortaient de ES. Ouais. Point. Ok, c'est tout ce que tu C'était savais. tout. Je connaissais pas ni les prépas, ni les Ah écoles de ouais. commerce, ni les autres filières, ni rien. Ah ouais. Oui. Voilà. Ah ouais, donc t'avais. Ok, donc t'as mis Henri IV, mais tu savais pas trop dans quoi Pas du tout. dans quoi t'allais. Je connaissais Henri IV, le nom, Ok. l'institution bien sûr, mais le programme à peu près. Mais Ok. je connaissais pas du tout les débouchés. J'avais Ok. entendu parler de HEC, mais c'était très très lointain pour Ouais, moi ouais, tout ça. ouais, ouais. Ça t'a pas fait peur quand t'es arrivé en prépa tu t'y attendais à ce travail, à tout ça? Alors, je m'attendais à un volume de travail élevé, c'est effectivement le cas, Ouais. on le sait tous. Mais mes premiers jours en Henri IV, j'avais peur en fait. Ouais. Quand j'étais en cours, j'arrivais surtout en tout ce qui est maths et culture générale. Ouais. J'avais peur parce que je me retrouvais face à des élèves qui venaient de grands lycées parisiens, pour certains. Et il y avait des gens, par exemple, je raconte toujours cette anecdote, il y avait des gens qui connaissaient l'Incipit de l'Assommoir par cœur. Et moi, j'arrivais là, avec ma culture illégitime, et je débarquais dans cet univers qui n'était pas le mien. Et voilà, donc c'était vraiment très différent. Surtout en maths, je voyais des symboles, c'est les quantificateurs. Ouais. Je voyais ça, j'avais aucune idée, c'était du chinois pour moi, je comprenais Ouais. absolument rien. Et oui, les premiers mois, c'était dur. Ouais. J'en parlais à des professeurs de mon lycée. Et il me disait qu'il fallait tenir bon, qu'en fait, la clé, quand on est en prépa, c'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que t'as fait. Super. Et t'étais à l'internat du lycée? Alors, j'étais pas à l'internat de Henri IV, mais Ok. j'étais à un internat externe. Ok. C'était l'Oursine, Ok. qui est ouais. un internat public, qui est consacré à toutes les prépas publiques voilà, de la zone, du quartier. Et il y avait des élèves de Henri IV aussi, mais aussi de Louis-le-Grand, de Saint-Louis, etc., qui n'étaient pas loin du lycée. Ok. On va parler de l'espagnol. On va parler un petit peu de l'espagnol. Déjà, sur la question de la LV2, on dit que la LV2, c'est pas rentable. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis outré. Ah oui, carrément. Je suis outré, oui, Carrément. je considère que la LV2 et plus largement les langues, Ouais. c'est fondamental pour avoir les concours, c'est fondamental. Je connais des gens dans ma classe, bien sûr, qui n'étaient pas du tout natifs, qui n'étaient pas du tout bilingues espagnol, et pourtant, en travaillant tous les jours, leur vocabulaire, en faisant tous les devoirs qui étaient demandés, tout ce qui était demandé par les profs, en lisant la presse, en faisant tout le travail qui était nécessaire, Ouais. ils ont quand même réussi à avoir un niveau d'espagnol très élevé, Ouais. C2, voire plus, Ah oui. pour certains. Ah oui, absolument. C'est Absolument. deux, La, carrément. la seule manière de dire qu'ils étaient français, c'était leur accent. Ah ouais. Parce que de reste, vraiment, en termes de vocabulaire, en termes d'expression, ils étaient vraiment très à l'aise. Donc, c'est rentable et c'est une note qui est fondamentale pour avoir les concours. C'est très, très rare les gens qui ne réussissent pas les langues et qui Ok. ont une école prestigieuse Ok. à la fin. Donc, Ok. Donc ne pas sous-estimer la LV2. pas du Ok. tout. Pas du tout. Super. Alors j'ai préparé une petite liste de questions. On va parcourir ça. Sur l'espagnol, une question que je me pose et que je pense pas mal de gens se posent, c'est à quel point est-ce qu'on peut progresser en 1 an ou en 2 ans de prépa. Quand on arrive en prépa, on peut se dire facilement, ok, j'ai pas du tout le niveau pour l'espagnol, je mets ça de côté, je laisse tomber. Pourtant, on peut vraiment progresser à fond, arriver à un très bon niveau quand même. Alors, c'est possible de progresser, c'est évidemment le cas de la plupart des gens en général qui travaillent régulièrement une matière, pas que les langues. Bien sûr, en prépa, on le sait, il y a des coefficients pour les épreuves, on sait qu'il y a des priorités à établir par rapport aux mathématiques, par exemple, ou à l'ESH. Mais
le progrès est réel. Et les langues, c'est une matière qui sont... Enfin, les langues, et l'espagnol surtout, sont des matières qui sont rentables. Quand on révise régulièrement, et je le répète, vocabulaire, être au courant de l'actualité en général, c'est très utile, c'est très rentable à l'oral comme à l'écrit. Et je pense que surtout, il faut se concentrer sur les sujets qui reviennent très souvent. Et c'est surtout la politique latino-américaine, à mon avis, qui revient très souvent. Donc, lire la presse latino-américaine, être au courant sur les réseaux, sur les grands journaux. Voilà, il faut le faire. Ok. Alors, par rapport au concours, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas l'épreuve, c'est quoi le niveau attendu, le format de l'épreuve, sachant qu'il a changé, je crois, cette année. Est-ce que tu peux présenter le format? Bien sûr. Alors, le format de l'épreuve d'espagnol, comme vous le savez, le concours, c'est 2 parties, partie écrite, partie orale. À l'écrit d'espagnol, on doit rédiger en première partie un essai où on va s'exprimer avec ses connaissances personnelles de langue et à l'aide de certains documents qui vont être donnés le jour J. D'accord ? Donc, bien sûr, le niveau est relativement élevé, le niveau attendu, parce qu'on attend de nous la capacité de prendre des connaissances de civilisation et de les transformer et de les adapter à un sujet donné pour établir une argumentation dans un essai. Donc ça, c'est une grosse partie de l'épreuve. Et ensuite, on a la partie de traduction. C'est là où se joue tout, à mon avis. C'est cette partie de traduction qui est très très fine. Il y a énormément de nuances à relever, de temps, des verbes et tout. Et l'espagnol, en ce sens-là, il est complexe, aussi complexe que le français, que toutes les langues latines. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut réviser régulièrement encore les listes de vocabulaire, les temps, il faut les connaître par cœur, expressions, etc., etc. Quelle organisation tu recommandes en termes de volume horaire sur une semaine pour travailler la LV2? Alors, la LV2, je pense qu'on pourrait avoir de bons résultats à la fin de l'année en la travaillant le week-end 2 voire 3 heures. Pour donner bien évidemment la priorité à la LV1. Parce que c'est quand même plus important en termes de coefficient. Mais quand je dis 2-3 heures, c'est 2-3 heures. C'est un temps qui est incompressible. Et vous pouvez répartir les 2-3 heures comme vous voulez. Pendant le week-end, pendant la semaine, c'est votre choix. Mais c'est un moment de travail qui est incompressible, qui est inévitable. Et nécessaire si on veut réussir, bien sûr. Quels sont les supports de cours qu'on peut utiliser en termes de manuel, en termes de site, en termes de... Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, en termes de support, je dirais que pour la presse, moi je me suis servi de 2 sites principalement. El País. El País, c'est la base de l'espagnol. Et ensuite, en termes de vocabulaire, il existe des manuels de vocabulaire. On avait un manuel, nous, en première année qu'on utilisait. Il était rouge, je sais plus le... On a du vocabulaire et la traduction en français, c'est très simple. Donc, apprendre ça, apprendre des listes de vocabulaire par soi-même ou comme un devoir, c'est la base. À mon avis, c'est la base. On peut aussi avoir une bonne dose d'actualité sur Google en tapant Amérique latine sur News. Sur Google, il y a un recueil de tous les journaux, de toute la presse sur Internet. C'est très utile, ça m'a servi aussi pour tout. Donc voilà, je recommande ça aussi. Moi, j'aimais bien RTV, la télévision espagnole, c'était pas mal. Il y avait des reportages qui étaient plutôt intéressants, je trouvais. Alors maintenant, on va aborder la partie purement préparation, écrit, oral, etc. Alors pour les épreuves écrites, donc là on est en décembre. Comment, de décembre jusqu'aux épreuves en avril, comment on se prépare à l'écrit en espagnol à partir d'aujourd'hui pour réussir l'écrit le jour J? D'accord. Alors, il faut le diviser dans les parties des épreuves, disons. Pour la partie essai, c'est bien sûr l'expression écrite qui est évaluée. C'est le niveau de vocabulaire, c'est le niveau d'aisance, tout simplement, à l'écrit du candidat. Voir si c'est naturel, si la manière d'écrire elle est naturelle, si le vocabulaire est d'un niveau soutenu ou c'est très basique. Donc, ce que je conseillerais pour s'entraîner à l'essai, c'est surtout de lire des articles de presse, parce que la presse, en ce sens-là, c'est exactement le style qui est demandé au concours. C'est un style journalistique,
qui va un peu droit au but, Ouais. mais qui est très voilà, concis, mais très précis également. Donc, lire énormément, reprendre des formulations de phrases, reprendre des mots intéressants qui nous ont interpellés pendant une lecture. Donc, surtout ça. Et puis, s'entraîner. S'entraîner, penser à des questions avec ses camarades, par exemple. Penser à des questions d'essai. Ok. Et se dire, faire un doc, par exemple, commun. Et se dire, bon, on va répondre à cette question. À la fin de la semaine, on a tous fait Ok. l'exercice. Ah, c'est pas mal. Et on se corrige mutuellement, par Ok. exemple. Ça, c'est un exemple d'exercice que j'ai fait. Tu dois penser à des exemples, à ce que tu vas utiliser. C'est ça. Et par exemple, je vois un exemple très pertinent dans l'essai d'un camarade, je peux le reprendre pour le concours, Ouais. par exemple. Et Non, mon ça, camarade ouais. fait pareil. Donc on s'enrichit mutuellement. Ouais. Et je pense que pour l'essai, c'est fondamental d'avoir l'avis d'autres gens, de, par exemple, montrer l'essai à un professeur, au professeur d'espagnol, dans ce cas-là, lui dire est-ce que vous pensez que c'est un niveau de fluidité requis, etc. etc. Il faut chercher toute l'aide possible, Mm. à mon avis, en termes de l'essai et de la rédaction. En ce qui concerne la traduction maintenant, le vocabulaire, encore et toujours. Le Ok. vocabulaire, s'entraîner avec des annales. Il y a plein de bouquins avec des traductions corrigées. Ok. Faire les traductions qui sont données en cours, bien évidemment, tous les devoirs, demander à son professeur s'il peut corriger une traduction que j'ai faite chez moi, par exemple. Ouais. Vraiment, n'hésitez pas à aller chercher le professeur et à lui demander plus si vous en avez besoin. Vous lui demandez des conseils ou vous appuyez sur des camarades qui ont un niveau plus élevé. Ok, ouais. Donc, En langue. pas hésiter à s'appuyer sur les profs, C'est ça. sur les autres étudiants. Ok, c'est sympa. Je pense, du coup, quand tu parlais des phrases, du style et tout, dans les fiches qu'on a faites, on a justement mis dans les parties de civilisation les traductions en français de toutes les phrases en espagnol, de telle sorte que c'est à la fois du thème, c'est-à-dire que vous pouvez lire la phrase en espagnol, vous entraîner à la traduire et puis regarder la correction que tu as écrite. Et en même temps, c'est à la fois utile pour le style, utile pour la civi, utile pour plein de choses. Donc c'est un bon travail que tu as fait. Moi, je voulais juste le valoriser un petit peu, puisqu'on parle de ça, puisque c'est le sujet. Alors oui, une question aussi par rapport à cet écrit. Qu'est-ce qui est vraiment valorisé à l'écrit ? Est-ce que c'est le niveau de langue ? Est-ce que c'est utiliser des subjonctifs ? Moi, en espagnol, je faisais des subjonctifs à toutes les lignes. J'essayais de faire ça. Est-ce que c'est le vocabulaire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qui est vraiment valorisant ? Qu'est-ce qui te donne une meilleure note ? Alors, je trouve il faut pas trop se compliquer la vie. Ok. Il faut pas trop se compliquer la vie. Les correcteurs, ils savent pertinemment quand quelqu'un parle bien espagnol Ouais. et quand la personne ne parle pas bien Ok. espagnol. Ça se voit. Quand la personne reprend des formules toutes faites, des phrases trop longues, trop compliquées qu'ils ont peut-être vues dans une correction ou quelque part, c'est pas naturel. Ça se sent en fait quand c'est du par cœur. Donc, mon avis, il faut faire des phrases courtes avec des termes précis qui font référence à des choses précises. Et c'est la seule manière d'avoir un texte qui est cohérent pour une argumentation cohérente. Ok. C'est-à-dire, pour résumer, ne cherchez pas à faire des choses compliquées. Ça Ok. sert absolument à rien. C'est pas valorisé au concours. Mais cherchez du vocabulaire intéressant, pertinent pour le sujet et utilisez-le, tout simplement. Ok. Dans des phrases cohérentes, avec peu de virgules, pas 5-6 lignes de phrases, ça sert absolument à rien. Ok. Donc, Ok. voilà. Ok. La simplicité. Privilégier la simplicité et un vocabulaire soutenu, c'est tout. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, je pense que j'ai fait le contraire. Tu vois, vraiment, je cherchais toujours la complexité. Quand je rajoutais des temps, rajoutais des trucs, des difficultés. Et parfois, les phrases, elles n'avaient aucun sens, quoi. Même en anglais, des fois, je mettais des expressions idiomatiques 3 fois par ligne. Donc, ça n'avait plus de sens. Donc, simplicité. Pour l'oral, maintenant. Oui. Comment bien se préparer à l'oral ? Comment bien utiliser l'école qu'on a pendant l'année ? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Alors, pendant l'année, bien évidemment, certains élèves de prépa ont tendance à se dire que l'école de langue, en particulier l'école de LV2, ça sert à rien. J'y vais sans préparer, j'y vais comme ça au talent. Pas du tout. Alors, pas du tout. Il faut utiliser toutes les instances possibles pour s'entraîner au concours.
Parce que vous aurez Ouais. une seule opportunité le jour J de bien réussir. Et si vous vous êtes pas entraîné pendant l'année, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien concrètement. Donc, pendant l'année, bien évidemment, assister à toute l'école, c'est la base. Lire et faire tout avec une attention extrême. Bien écouter les retours des colleurs, parce que les colleurs en général, c'est des élèves qui sont passés par la prépa ou des professeurs qui ont énormément d'expérience dans ce sujet. Donc voilà, avoir du sérieux dans l'année régulièrement. Et moi, quelque chose que j'ai fait à l'approche du concours, avec Emilien si tu me regardes en ce moment, c'est que on se faisait des calls entre nous. Tout simplement. Mais c'était des calls impromptus, c'était vraiment rapidement, sans tout, le résumé de texte, en général, on le dégageait concrètement, et on se concentrait sur la partie commentaire qui est quand même la plus importante de l'épreuve. Et on faisait un commentaire sur un texte qu'il lisait rapidement, dans les temps bien sûr du concours. Et on s'entraînait entre nous, et je lui disais de manière informelle, parce qu'il faut dire la vérité directement. Je lui disais, bah, ce mot-là, il est mal prononcé. Il faudrait quand même que tu parles de ça, etc., etc. Donc, on se corrigeait mutuellement. À mon avis, le travail en groupe, c'est quand même très important. Donc, voilà. Et si j'ai un autre conseil à donner pour l'oral, je pense que aussi la lecture de la presse aussi, c'est très important. Et surtout, l'oral, la différence entre l'oral et l'écrit, c'est qu'à l'oral, on a des sujets bien différents à ceux de l'écrit et très variés aussi. Donc peut-être lire des articles de presse qui sont un peu atypiques, par exemple sur l'environnement, sur l'avortement par exemple, c'est-à-dire des sujets qui ne tombent pas forcément à l'écrit, mais qui à l'oral sont fondamentaux. Donc lire des choses différentes pour l'oral. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup d'écoles qui mettent des sujets qui ne sont pas du tout étudiés. Moi, je ne sais plus à quelle école, c'était peut-être... Je crois que c'était à l'EM Lyon, j'avais lu un sujet sur les ghettos d'éducation en Espagne. Et bon, bah, évidemment, aucun élément de cours ou même d'article. C'est ça. Donc c'est un peu de l'improvisation, quoi. Donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est assez important. Et ce que tu disais sur les retours des colleurs et tout, je pense que non seulement il faut les écouter, mais en plus il faut les mettre en pratique après. Moi, j'avais une colleuse qui me faisait beaucoup de retours sur la prononciation, sur ce que j'avais mal compris ou quoi. Et à chaque fois, j'essayais de le retravailler. Je m'entraînais à reprononcer les mots. Enfin bon. Et l'air de rien, je progressais quand même avec ça. Donc je pense que non seulement il faut écouter bien ce que dit le colleur, mais en plus vraiment appliquer un maximum les conseils. Et si je peux juste rajouter quelque chose rapidement. Ouais, bien sûr. En général, vous verrez le jury et les colleurs sont en général natifs. Et les gens, en général, ils apprécient beaucoup quand vous montrez un intérêt sincère pour la matière et pour la civilisation. Donc si je peux vous donner un dernier conseil par rapport à l'oral, c'est tomber amoureux de la civilisation du monde latino-américain et espagnol, et vraiment montrer cet amour, en quelque sorte, au colleur. Et il va apprécier, c'est sûr, sans doute. Ok, super. Qu'est-ce qui est valorisé à l'oral, du coup, comme à l'écrit? La simplicité, encore une fois? Oui, bien sûr. La simplicité, c'est, à mon avis, la clé de voûte, je dirais. Les gens savent très bien quand quelqu'un force le trait, disons. Vraiment, éviter de reprendre des choses compliquées, ça sert à absolument rien. Je me répète, ça sert à rien. Simplicité, précision, vocabulaire de haut niveau et des faits de civilisation, évidemment, il faut à l'appui pour l'illustration, ça c'est sûr. Ok. À quel point la prononciation peut dégrader un oral? Alors, bien sûr, il y a différents niveaux, je pense. Ça, c'est sûr. Je me pose la question parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en difficulté sur la prononciation des semaines. Bah, moi aussi, souvent. Donc, t'en penses quoi, toi? Je pense que, bien évidemment, si la personne n'est pas native, ça sera très très dur d'avoir un accent parfait le jour J. Mais il n'y a pas de problème par rapport à ça, parce que si l'examinateur remarque que vous faites un effort de prononciation, que vous faites pas le minimum nécessaire pour dire un mot, il va apprécier. Il va apprécier, et il faut vraiment que vous montrez que vous faites l'effort et vous faites tout ce qui est nécessaire pour parler
comme parlerait un natif. Je pense à tous les étudiants qui ont du mal en espagnol, et vous êtes peut-être nombreux qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour s'améliorer quand on est vraiment dans la maxi difficulté en espagnol, on a vraiment trop du mal, on ne sait pas faire des phrases et tout? C'est quoi la roadmap pour progresser? Alors, si j'étais à leur place, première chose, je vais parler à mon professeur. Ok. Le professeur est une personne qui est là, qui est payée pour vous écouter, pour vous faire progresser. Et si je peux me permettre, c'est votre vie qui en dépend, c'est pas la sienne. Ouais. Donc vraiment, il faut que vous alliez chercher le professeur et lui demander des choses, lui demander mais où est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire, quel podcast je peux écouter, quelle presse je peux lire, par exemple. Donc ça, première étape, parler avec mon professeur, obtenir un diagnostic d'un vrai professionnel en la matière, et ensuite se mettre au travail. Se mettre au travail. Si vous avez des vraies difficultés en LV2, c'est parce que vous consacrez pas assez de temps à tout ce qui est lecture de presse, tout ce qui est apprentissage de vocabulaire. Et si vous vous dites, bon, je prends ces 3 heures de ma semaine pour les consacrer entièrement à la LV2 et que vous le faites et que vous le respectez jusqu'au bout, je vous promets que vous allez voir des progrès. Partout, à l'oral, à l'écrit, partout. Et je le dis parce que je l'ai vu. Je l'ai vu avec des camarades. Donc voilà. C'est vraiment une question de concentration et de régularité. Et bien sûr, d'avoir un bon diagnostic à l'avance. Ok. Voilà. Bon diagnostic pour identifier les points sur lesquels travailler. C'est ça. Et après, être régulier pour progresser dessus. Donc dans tous les niveaux, hein, vocab, grammaire et tout. Comme pour toutes les matières en fait. Ça revient, le thème de la régularité, ça revient très souvent et c'est nécessaire. Pour les cas un petit peu plus rares des étudiants qui sont déjà bons dans cette matière, qu'est-ce que tu recommanderais? C'est-à-dire, comment on progresse en espagnol quand on est déjà bon en espagnol? Est-ce qu'on travaille moins? Est-ce qu'on travaille beaucoup moins que les autres? C'est quoi ton expérience de ça? Alors, moi j'étais plutôt fort en tout ce qui est essai, tout ce qui est expression écrite, parce que voilà, c'est ma langue, donc forcément j'étais un peu à l'aise dans tout ce qui est rédaction. Ouais. Mais j'avais d'énormes difficultés dans la version. Et la version, c'est la traduction de l'espagnol au français. Et en fait, ce que j'écrivais, je me suis rendu compte à un moment, et même la prof me le disait tout le temps, c'était pas très français ce que j'écrivais. En fait, je traduisais mot par mot, à chaque fois, chaque expression, chaque chose. Et la structure finale de la phrase ou du paragraphe n'était pas du tout française, en fait. Tout simplement, c'était comme de l'espagnol, en fait, mais simplement traduit. Okay. Alors, comment j'ai réussi à dépasser ce stade-là? En fait, ma vie en France m'a permis un peu, voilà, de savoir comment les gens parlent vraiment en France et pas cette idée un peu académique que j'avais avant de venir ici. Et ensuite, je me suis détaché de cette traduction littérale, progressive, des mots par mot par mot. Et avec du recul, en fait, on voit qu'en fait, le professeur ne veut pas forcément que tous les mots soient transcrits sur la feuille, mais veut que la phrase soit logique et soit française à la fin. Donc, on peut replacer des mots, on peut reprendre des expressions, changer des choses, traduire de façon non littérale. Et ça permet de progresser. Je pense que pour les francophones et pour les Français en général qui veulent progresser encore plus dans le thème cette fois-ci, parce que c'est l'inverse, c'est ça. Se détacher de la traduction littérale et se sentir à l'aise quand on écrit. Ne pas hésiter à modifier la structure de la phrase, la structure du paragraphe si on en a besoin. Un dernier mot sur l'espagnol. Quelque chose à dire, on a tout abordé en fait. Je pense on a fait le tour. Donc simplicité, régularité. Ok, moi je retiens. Pour finir sur ce que tu vas faire à HEC, tu vas partir en échange. C'est ça. Tu pars où? Alors je pars à Barcelone. Ouais. Bon, j'en parlais à Mathis tout à l'heure, ce sera pas très dépaysant, je pense pas. Mais je vais à Barcelone donc l'année prochaine, en septembre de l'année prochaine. Donc je reste ici pendant le semestre prochain. Contrairement à la plupart des élèves de HEC qui partent. Qui partent en échange. Voilà.
Et au niveau associatif, de tes passions, je sais pas, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Alors, faut savoir que, bon, je le dis pour les gens qui nous regardent, le sport à HEC, c'est une énorme partie de la vie du campus et c'est obligatoire. Et du coup, je me suis impliqué dans le club foot de HEC. Et je suis un aspirant, comme on dit, au club foot. Et donc ça occupe une grosse partie de ma semaine quand même, entre préparation physique, entraînement, Ouais. match, etc. Et ensuite, je me suis impliqué dans une autre asso qui est l'International Society, yes, Ok, ok. qui est chargée d'organiser tout ce qui est événements pour les étudiants internationaux du campus. Il faut savoir qu'à HEC, il y a une grosse partie du campus en fait, de gens qui viennent pas de France, tout simplement, Ouais, ouais. qui n'ont pas fait une prépa, qui n'ont pas passé des concours, et qui viennent pour des MBA, pour des masters, voilà. Et donc, ces gens-là, ils ont besoin, bien sûr, aussi, eux, d'une vie de campus. Et c'est nous qui voulons les aider en ce sens-là. Ok, Voilà. nickel. Comment on peut te contacter si on veut prendre des cours particuliers avec toi, si on veut te poser une question? Oui, bien sûr. Alors, je vous donne mon adresse mail. Je le mettrai de toute façon Oui. dans la description, mais du coup, mail. Oui, mon mail, j'ai sur Instagram aussi, sur Ok. Facebook, voilà, tu... Bon, partout. Oui, bien sûr, Partout, bien sûr, ok. vous pouvez Ok. me contacter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai, pas de Ok, problème. ok, Voilà. bon, bah, je te mets ça en description. Super. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, surtout. Merci, Alex, merci pour, Mathis. pour cette intervention. Et puis, bon courage pour la prépa. Et à bientôt. À bientôt. Salut.